Bonsoir à tous, soyez les bienvenus encore une fois de plus sur les antennes de Télé Africa. C'est votre émission Les As du Foot. Les As du Foot, comme vous le savez, c'est tous les lundis à partir de 21h sur les antennes de Télé Africa. L'objectif, le but, c'est le décryptage, l'analyse de l'actualité du football, non seulement du week-end, mais l'actualité en général, essentiellement concernée sur le football. Le football, dans cette émission, va évoquer la question des Panthères du Gabon lors de la reconstruction. On verra bien sûr lors de la conférence de presse de Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères du Gabon, a publié une liste de 26 joueurs devront participer à la première journée des éliminatoires Côte d'Ivoire 2023. On parlait également de la retraite de Pierre-Emerick Aubameyang. On va pour comprendre les motivations de l'international gabonais, le joueur de Barcelone, qui a décidé de mettre un terme à ça avec l'équipe nationale du Gabon. Avec l'ensemble des As du foot de ce soir, on va analyser la décision et puis de comprendre également le communiqué de la Fédération gabonaise de football suite à la lettre reçue par Pierre-Emerick Aubameyang. On en parlera également dans cette émission, c'est Lange Pambo, révélation des talents ou trafic d'espoir. Qu'en profit, vous le savez, un joueur gabonais issu du championnat national de football de première division est victime de maladresse de ce côté-là. On va évoquer cette question également. Gaëtan Kouka, c'est un plaisir pour vous recevoir sur ce plateau. Encore une fois, merci pour votre fidélité sans cesse. Non, merci à vous de toujours me faire l'honneur de vous accompagner lorsqu'il s'agit de la question relative au football. On va retrouver à votre droite, à votre gauche, bien sûr, Brice Indengue, qui va nous rejoindre dans quelques instants seulement. Serge Mungengui, un plaisir également de vous retrouver à chaque fois que nous avons besoin de vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Silence Pambo, bonsoir. Bonsoir, Président. Bonsoir, Président de l'Union gabonaise de la presse sportive. Merci beaucoup, Silence Pambo. On va ouvrir avec les différents résultats du championnat. On va évoquer la question rapidement du championnat national de football de première division qui était à sa deuxième journée. Chacun de vous était dans un stade. Comment vous appréciez cet engouement, cette effervescence autour de cette compétition qui démarre, qui est à sa deuxième journée? Serge Mungengui. Oui, merci. Bien, mais en ce qui concerne cette reprise, déjà nous avions assisté au match de la deuxième journée ce week-end. Bon, autour de l'engouement, il faut comprendre que les entrées déjà étant gratuites, donc du coup, les questions de mobilisation sont plus ou moins allégées. Et dans le cadre de prestations des équipes, c'est vrai que nous sommes restés plusieurs années sans championnat et avec la très bonne idée qui a été bien entendu retenue par la tutelle de mutualiser toutes les charges et d'apporter et d'inviter les clubs vers la signature des conventions afin de partager, sinon à tous les ferrants du football, leurs prestations de jeu. Donc, du coup, tout le monde trouve quand même la satisfaction, parce qu'il faut le dire. Il y a des jeunes équipes qui se maintiennent. Il y a des équipes assez chevronnées qui ont du mal aussi à prendre la machine. Mais qu'à cela ne tienne, autour de la mobilisation, il faut le dire, je peux me permettre ici de dire que nous avons déjà une satisfaction partielle. Gaëtan Kouka, est-ce qu'on peut se satisfaire en 2 journées du championnat? Oui, sur certains plans, dans la mesure où, comme disait M. Mungengui à juste titre, sur le plan de la mobilisation, on va dire que c'est un fait inédit depuis plus de 15 ans. Nous n'avons plus jamais revu autant de public au stade et c'est déjà un très bon point dans le cadre de cette reprise. Bien, maintenant, après, il faut avoir une lecture tout à fait transversale. Le public est présent. Est-ce que les stades sont fin prêts? Est-ce que le service rendu par les joueurs est de qualité? Bien, à ce stade, nous pouvons quand même avoir un avis tout à fait mitigé du fait de la longue absence, du fait de la reprise qui est un peu lourde et que les organismes n'ayant pas totalement récupéré, il est difficile en l'état de pouvoir s'exprimer pleinement. Mais déjà, l'autre point aussi, c'est de dire que bon, il a été mis en place un comité de suivi et la LINAF, quelques écueils nous reviennent ça et là. Maintenant,
à charge pour les uns et les autres de venir affirmer ou infirmer. Nous apprenons qu'il y a des équipes qui ne sont pas logées, il y a des équipes qui ont du mal à pouvoir se déplacer. Donc ce sont un peu les retours que nous avons eus, que nous confirmerons tout au long de cette émission. On va essayer d'aller à la recherche de la bonne information sur la question. Solange Pambo, c'est une joie également pour nous médias de retrouver le terrain par le canal du championnat, l'engouement, l'effervescence, la mobilisation autour de cette compétition. Je crois que mes prédécesseurs à qui vous avez posé cette question ont su très bien planter le décor. C'est une joie pour toutes les parties prenantes. Les médias font évidemment un travail important dans la mise en relief sur le plan de la communication du championnat de première division et de deuxième division et généralement du sport dans notre pays. Donc on est tout heureux de retrouver les chemins des stades pour être nous aussi au contact de ces équipes, au contact de ces jeunes footballeurs gabonais qui ont été, c'est vrai, de la chose qu'ils aiment le plus faire au monde, c'est-à-dire jouer au football. Donc c'est un plaisir pour les médias, pour les journalistes, que de réapprendre à être dans les différentes tribunes presse et les espaces dédiés aux médias dans les stades de compétition qui ont été retenus pour accueillir les matchs de ce tournoi de football qui a été lancé il y a deux semaines maintenant. Après, Gaëtan et Serge ont parlé de la belle adhésion populaire. Donc le public qui répond présent, c'est une bonne chose que les autorités qui ont la charge de mettre les moyens et via la LINAF qui, elle, est l'organe technique qui organise le championnat, qu'ils aient eu une oreille attentive. On l'a évoqué lundi dernier dans les As du foot. On se disait, est-ce que ce ne serait pas bien que le ministère de Sport et la LINAF rendent l'accès au stade gratuit pour qu'il y ait de la ferveur dans les travées. Et ces choses Votre message a été entendu. Notre message a été entendu et on dit merci au ministère de Sport, à la LINAFP. On voit qu'il y a de l'ambiance, de la ferveur, de la vie dans les stades, avec des clubs qui ont également une très forte identité, à l'exemple de l'Union sportive de Bitam, du Stade Mandji, de l'USO, par exemple d'Asdikake, de Bongedi aussi. Ces clubs-là qui viennent de certains bastions sont très supportés et c'est très bien. On me fait savoir qu'on est Arthur Assoko en ligne qui a suivi pour nous cette rencontre de la deuxième journée du championnat national de football de première division. Arthur est du côté du stade municipal d'Akwakam, l'OIM. Arthur, bonsoir. Bonsoir à vous, Rodrigue, et bonsoir à l'ensemble des invités sur le plateau. L'Union sportive d'OIM a lancé sa saison du National Foot dans le compte de la deuxième journée du championnat face au Stade Mandji. Une deuxième journée à suspense. La Gazette, dans son apparition du week-end, lançait déjà le ton d'un week-end épique et surtout atypique. On pouvait lire à la couverture du journal des enjeux de la deuxième journée. Effectivement, Rodrigue, entre USO et le Stade Mandji, il y avait beaucoup d'enjeux, mais presque pas de jeu. Pourquoi? La réponse tout de suite. Merci beaucoup Arthur, restez avec nous. Solange Pambo, toujours heureux d'être avec vous. La Gazette. La Gazette. Non mais la Gazette, c'est très bien, ça nous donne des éléments techniques, ça nous met de l'eau à la bouche, ça nous situe par rapport à l'enjeu, aux enjeux des matchs, hein, journée après journée. Gaëtan Kouka, il a connu tout ça quand il était footballeur. Ouais. À son époque, à leur époque, il y avait même une célèbre l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ils étaient primés. Ils avaient souvent les prix de meilleurs joueurs grâce à l'implication d'une célèbre marque de boissons alcoolisées. On retrouve Arthur rapidement au stade Akwakam vibrer au rythme de cette deuxième journée du National Foot. Peut-être revenir sur l'importance de cette rencontre. C'est une pelouse en piteux état que l'Union sportive d'OIM recevait au stade Mandji au terme d'une performance 5 étoiles le week-end dernier. La dégradation de la pelouse n'a pas pu permettre aux deux formations de pouvoir développer leur jeu. Toutefois, le stade Mandji va ouvrir le score juste avant la pause. Et au fil des minutes, la pelouse s'est dégradée davantage et le match s'est transformé en une véritable partie de ping-pong. Au final, c'est le stade Mandji qui s'impose et totalise désormais 6 points au compteur. L'USO démarre très mal le championnat et ici à OIM, c'est une grosse déception qui anime les supporters.
Slange Pambo, Serge Mungengui, Gaëtan Kouka évoquait également certaines questions relatives, bien sûr. On va évoquer, il parle du stade Aquacam, véritable patinoire. Voilà. Bon, mais c'est vrai qu'il faut relever que pendant ces derniers jours, il y a eu quand même beaucoup de pluies. Donc, du coup, la province du Wellington n'a pas été épargnée, et il faut le dire. Maintenant, qu'à cela ne tienne, l'état du stade, bon, c'est pour les deux équipes. Il est temps d'apprendre à jouer en toute situation. Mais quand même, lorsqu'on regarde cette confrontation, je peux relever que le Stade Mandji, au vu de la prestation de la première journée, a démontré qu'ils ont quand même eu de l'avance sur le plan de l'organisation technique et voire même dans tous les autres domaines. Et que partir de Port-Gentil pour OIM et revenir avec 3 points, ce n'est pas donné parce que, il faut le dire, c'est une ville où on aime bien, une ville dans laquelle on aime bien le foot et les supporters de Uzo, c'est dommage, ils n'ont pas, disons, pu attendre les résultats escomptés par leur équipe Fagnon. Arthur, avant de vous quitter, au sortir de cette rencontre, un homme est sortir l'homme du match, le capitaine de cette équipe du Stade Mandji, consécutivement déjà une deuxième fois, bien sûr. C'est Jeff, le capitaine du Stade Mandji, qui a été désigné homme du match. Malgré un terrain difficile, ce dernier a tout de même réalisé une performance assez honorable. Et il s'était déjà illustré lors de la première journée du côté de Port-Gentil. Jeff se présente désormais comme l'âme fatale du Stade Mandji. L'occasion de vous retrouver très prochainement. Merci Rodrigue. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain du côté de Gaston Péril pour le compte de la 3e journée. Merci beaucoup Arthur. On reste sur l'actualité bien sûr. Alors vous aviez suivi Arthur, notre correspondant, qui nous faisait état un peu de ses résultats. L'Union sportive du Bitam aussi qui joue du côté ce mercredi. C'est également un autre choc. Mais avant, je m'en vais vous faire un petit récapitulatif de l'ensemble des résultats ayant sanctionné cette deuxième journée du championnat national de football de première division. Slange Pambo, AS Pélican, FC 105, un but partout. Un peu partout, évidemment. Un résultat finalement décevant pour l'AS Pélican qui avait bien entamé le championnat après sa victoire face à Mounana lors de la première journée au stade de Monédan de Sibon. Mais bon, ils ont été accrochés notamment par le Football Club Canon 105 qui a pris au passage un carton rouge, qui a terminé le match à 10 contre 11. Ensuite, on est tous d'accord sur la belle performance. Sinon, le bon début de saison du Stade Mandji, 2 matchs, 2 victoires, 6 points déjà au compteur, c'est bien. Missile FC, belle victoire face à l'Ozo Sport. L'Union sportive de Bitam qui, je crois, a été accrochée par le centre Berry sportif. 0 but partout lors d'une affiche. L'une des affiches, évidemment, de notre championnat de première division. L'AOCMS, je pense qu'il avait perdu lors de sa première sortie. Ouais. Voilà, et là, qui prend quand même un petit point. Ben bon, c'est face à l'USB, l'un des gros calibres du championnat, c'est pas mal. Mounana qui marque le pas, une défaite en entrée, 0 but partout face à Bourguedi Sport. Ça commence à donner quand même quelques petits signes d'inquiétude du côté de Mounana. Et puis là, Dikaki, deuxième victoire, je pense, aussi. Voilà, oui. L'As Dikaki, deuxième victoire face à Kanda FC. Et à Kanda, il faut se réveiller parce que première journée défaite 0-4 face à l'USB. Et là, défaite face à Dikaki, ça commence à faire un peu mal. Merci beaucoup. C'est au sujet, bien sûr, nous avons évoqué la question relative au championnat national de football de première division, les résultats de la deuxième journée. On va passer au tout premier sujet de cette émission. Vous le savez, Patrice Neveu a rendu public il y a quelques jours seulement la liste des joueurs devant participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Brice Dinengue, c'est comme ça qu'on va vous annoncer. Comment vous avez suivi avec beaucoup d'attention certainement la composition de cette équipe de Patrice Neveu, les Panthères, lors de la reconstruction? Peut-on penser ainsi? Oui, je pense que avec les départs en retraite prévisibles, compte tenu du nombre de trentenaires que nous avons en équipe nationale, je pense qu'on peut parler de reconstruction aujourd'hui puisqu'il s'agit pour Patrice Neveu de trouver des joueurs jeunes, prometteurs,
qui peuvent aujourd'hui pallier à une absence éventuelle des cadors qui pourraient, dans un futur très proche, certainement lâcher l'équipe nationale. Je pense que l'annonce de Patrice Neveu m'a réjoui parce qu'on retrouve, on est sur le même chemin, la dynamique de reconstruction qui se poursuit, qui avait déjà démarré qu'on avait déjà observé lors de la dernière CAN et qui se poursuit aujourd'hui avec l'arrivée dans notre groupe de 3 jeunes qui, j'espère, auront le niveau qu'il faudra pour supporter la charge des matchs à l'international. Gaëtan Kouka, la reconstruction est en marche? Oui, bon, ce qu'il faut dire, c'est que la mort de certains, du moins la vie pour certains, est la mort pour d'autres. La reconstruction est jalonnée ou jalonne la vie d'une équipe. Maintenant, ce qui pourrait poser débat ici, c'est la manière avec laquelle, justement, nous pensons reconstruire notre football à travers notre équipe nationale. Pour cela, nous allons poser un certain nombre d'interrogations. Aujourd'hui, vous avez des cadres qui vont certainement, dans une année ou deux, céder leur place. Mais à qui cède-t-on la place et comment? Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez poste par poste, vous aurez du mal à dire qui peut remplacer qui. Une équipe de football se prépare et c'est pourquoi on prépare la relève. Si nous savons que nous avons épaulé Manga... a été remplacé certainement par Amonome. Oui, c'est par la force des choses. C'est par la force des choses. Lorsque vous suivez bien, je vais prendre l'exemple de l'équipe de France. Lorsque vous avez Loris dans les buts, vous savez que son numéro 2, c'est Mandanda. Et ça, c'est préparé depuis dans le club et en équipe nationale. Or, ici, les circonstances ont imposé qu'Amonome se retrouve numéro 2 et après numéro 1 par le fait des choses. Ce que nous disons, c'est que cette reconstruction qui doit se faire, donc les jeunes qui doivent accompagner les vieux vers la sortie et non les pousser, parce qu'il y a une certaine transmission, une certaine communication qui devrait être faite, n'est pas faite au regard des circonstances au Gabon. Au Gabon, ce sont les circonstances qui nous poussent à bouger au lieu justement de préparer les événements. On va regarder avec vous les joueurs convoqués, Lange Pambo. On regarde, quand on voit, on a 3 nouveaux dans cet effectif. On a Mabika qui arrive, Xavi Mabika. On a Jacques Ekomi et Alain Marcolino. Appréciation, chacun de vous. De ces 3, d'abord. Serge. Bien, avant de me prononcer, là, je veux déjà soutenir ce que disait Gaëtan. Nous parlons d'une reconstruction en fait par défaut. Il nous a manqué dans la gestion de cette équipe-là des moments décisifs. Parce que lorsqu'on parle de reconstruction, on est censé savoir là où l'on veut mener le groupe. Or, dans le cas d'espèce, ce sont des ajustements que nous faisons à l'issue des événements que nous ne maîtrisons pas. Il a si bien dit, lorsque Amonome arrive, il a fallu qu'on constate que Famezui n'est pas répondu totalement présent sur un élément. Bon, aujourd'hui, nous avons le départ, comme on le dit si bien, prématuré de Pierre. Bon, de suite, on parle des arrivées. Mais moi, je me dis que dans ce cas de figure, il faudrait quand même que nous arrivions à décider, à ne pas attendre qu'il y ait un événement pour pouvoir parler de... Non, en fait, moi, je comprends très bien le fond de la pensée de Serge Monguengui et de Gaëtan Kouka. Ouais. Sauf que je me dis, et là, Brice, là c'est bien signifié, on est dans un prolongement d'une opération qui a été initiée bien avant même le démarrage des éliminatoires de la 33e CAN à laquelle on a participé au Cameroun. Vous avez bien vu, la fédération a mis, et l'État, on a mis les moyens à la disposition de Patrice Neveu pour qu'il sillonne l'Europe. Il a déniché ces binationaux qui pourraient nous apporter un plus. Ensuite, cette reconstruction dont vous parlez, Rodrigue Bekale, est dans un ensemble qui est parti de l'organisation des assises du football. Maintenant, il y a un comité de suivi qui est là, il y a un championnat, un tournoi qui a été lancé, une saison plus importante à la reprise pour la prochaine saison. Donc on est dans une dynamique en fait. Cette reconstruction, il faut la voir dans cet ensemble-là. Voilà, ce n'est pas isolé, ce n'est pas un acte isolé, ça va dans un processus qui part donc du toilettage des textes, de la mise en place d'un environnement favorisant une pratique du football qui remette le footballeur au centre justement du jeu avec tous les avantages dont il doit désormais bénéficier. Après, on a posé le problème la dernière fois, on a d'ailleurs posé la question, Brice,
puisque Brice Nengue et moi, on était à la conférence de presse de Patrice Neveu. On a demandé au coach, mais coach, le championnat a repris. C'est bien de faire le tour de l'Europe, mais est-ce que vous allez faire également le tour des stades de compétition retenus dans le cadre de ce championnat? Il a juré, croix de fer, croix de bois, qu'il va faire le tour des stades au plus près. Ouais, Et s'il voit des jeunes, ben voilà, donc s'il voit des jeunes Gabonais évoluant en première division sur le territoire qui lui tapent dans l'œil, il va convoquer ces garçons-là. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'on parle de reconstruction. Brice Nengue, on a l'impression, quand on regarde cette liste, que Patrice Neveu a repris presque les mêmes qui ont constitué son effectif lors de la 33e, comme disait Slange Pambo, de la Coupe d'Afrique nationale de football. J'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas le Nigeria, nous ne sommes pas le Cameroun, nous ne sommes pas le Sénégal. Ces pays, ou le Mali encore, ces pays ont la possibilité d'exporter par conteneur des joueurs à l'étranger. Nous n'avons pas cette capacité-là d'exporter des joueurs en conteneur à l'étranger, surtout que depuis 5 saisons, on va dire, notre championnat ne nous donne pas la mesure des joueurs qu'il faut pour intégrer l'équipe nationale. Parce que nous l'avons à la base très mal organisé, ce qui a privé notre sélectionneur, tous nos sélectionneurs, de la matière pour pouvoir construire une dynamique autour des joueurs du Gabon. Donc, partant du fait qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, trouver des perles rares parce qu'on a envie de le faire, on aurait bien envie de balayer du revers de la main toute l'équipe actuelle pour remplacer par des nouveaux joueurs. Mais nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de balayer totalement cette équipe-là, remplacée par 23 nouveaux joueurs qui sortiraient de nulle part. Parce qu'on n'a pas l'assise qu'il faut pour pouvoir construire. Donc, le remplacement de l'équipe nationale se fait par dose et par qualité. On ne devrait pas penser que parce qu'on est vieux, qu'on doit remplacer ce joueur-là, ou bien parce que ce joueur-là, sa tête est depuis longtemps en sélection nationale, il faudra déjà le remplacer. Non, il faudra que les joueurs qui aspirent à l'équipe nationale méritent déjà cette sélection-là. Bon, par défaut, je dirais peut-être que quand ils parlent par défaut, ils voient un peu les joueurs qui sont appelés parce que peut-être ce ne sont pas les meilleurs. Nous n'avons que ça malheureusement. Et tant que nous n'avons pas la possibilité de mettre à disposition de la sélection nationale d'autres joueurs, le sélectionneur ne se contentera que de ce qu'il y a. Parce qu'ils sont quand même nombreux qui posent la question sur la présence de Maï, sur la présence de Watcher, la présence également de Assomakwe, bien sûr. Maï qui est blessé. Encore que Maï, il est blessé. Ils sont nombreux qui posent cette question-là. Il a été remplacé. Il faudrait que l'on se comprenne. Quand on parle de reconstruction, l'angle sur lequel je me suis prononcé, c'est dans le groupe. Vous voyez, dans le groupe. Le constat est que toutes les fois qu'il y a eu un remplacement ou un ajustement, c'est parce qu'il y a eu un défaut quelque part. Ce n'est pas des éléments qui sont, disons, préparés. C'est dans ce sens-là que je parle de reconstruction par défaut. Non, mais quand on voit les joueurs, à l'exemple de David Sambissa, ou même les trois nouveaux, les Jacques Ekomi, les Alain Domarcolet, c'est pas par défaut. Je crois qu'il y a une volonté manifeste et réelle affichée par le sélectionneur Patrice Neveu d'insuffler quand même du sang neuf dans cette équipe parce qu'il sait, comme on le dit tous autour de la table, qu'il y a des joueurs qui sont sur la pente descendante et qu'il faut déjà de façon progressive, même par dose homéopathique, essayer d'introduire par petites doses ces jeunes-là qui viendraient peut-être s'ils nous prouvent par la qualité de leurs prestations qu'ils ont le niveau, ben peut-être qu'ils vont finir par faire leur trou. Bien, Monsieur Inengue, j'ai envie de rebondir sur votre propos parce que vous m'avez interpellé. Je suis profondément convaincu de la dynamique du petit nombre. Donc, ce n'est pas une question de contingence, c'est une question de qualité. Il vaut mieux avoir 5 bonnes personnes que 10 pieds gauche, comme on dit vulgairement. D'accord? Et le Gabon, dans ce sens, peut trouver des remplaçants. Ce que nous disons, c'est que les choses doivent se préparer, on doit les lire. Il y a une grille de lecture en toutes choses. Aujourd'hui, vous voyez, je vais prendre 2 exemples. Nous sommes allés à la CAN, nous avons balbutié pour savoir qui va jouer à la place d'Aaron à Pinangoy. Simplement parce qu'il y avait un manque. Donc la circonstance nous a obligés à dire nous allons prendre tel, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une préparation. C'est un fait. Deuxième fait, aujourd'hui vous avez, et c'est la question que je pose, vous avez Bruno Ekwale Manga. Qui est son remplaçant désigné aujourd'hui? Citez-moi un nom, un seul nom. Malheureusement qu'il ne soit pas là, c'est Nobissa. Sidney Bissa n'a jamais été le remplaçant désigné de Bruno. Non, ça n'a pas été désigné, mais quand vous essayez de regarder la configuration des choses... Quand on va à la CAN, le public panique parce qu'ils se disent qui on va faire jouer.
le coach répond à la question, il dit, j'ai la structure de mon équipe, j'ai l'équipe, j'ai déjà une idée de mon équipe. Ça veut dire que pendant que nous nous posons des questions de savoir comment on va s'organiser l'équipe, celui qui est au quotidien avec l'équipe, il sait vers quoi il va partir. Et d'ailleurs, on a tous été surpris. Moi en premier, quand j'ai regardé par exemple le classement, classement lors du match contre le Maroc, moi j'étais le premier paniqué parce qu'il y a des joueurs que j'attendais sur le terrain, que malheureusement je ne retrouve pas sur la feuille de match. Et là je me suis dit, à quoi joue ce coach? J'ai eu peur parce que je me demandais, est-ce qu'on était vraiment en train de faire quelque chose? Mais il nous a toujours répété la même chose. Il disait, j'ai mon idée sur ce que je vais faire et je sais vers quoi je vais partir. Aujourd'hui, on a tendance à penser que Ekole Manga n'a pas de remplaçant sur le moment. Mais on a vu à la CAN que quel que soit le joueur qui est absent, le coach arrivait à reprendre présent parce qu'il vit au quotidien avec ces joueurs-là et donc il sait qui placer à la place de qui. Donc, je pense qu'il y a des questions pour le public parce que nous sommes tous des coachs, mais il y a des questions de celui qui vit avec le groupe au quotidien. Avant de glisser vers le deuxième sujet, on va aborder la question de Pierre-Emerick. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut avoir la même dynamique pour participer, pour jouer à ces éliminatoires face à la République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut garder la même dynamique de la CAN? Sans Pierre-Emerick, sans Mario Lemina, sans Ibrahim Ndong. Bon, on l'a dit c'est vrai que nous avons un sujet. On l'a dit lundi dernier dans les As du foot. Et d'ailleurs, on l'a bien dit avant. Au regard de ce qu'on a vu sur le terrain lors de nos 4 matchs, je crois, en Coupe d'Afrique des Nations, la 33e au Cameroun. Ça a été, dans le fond, une belle prestation. Une audace prise par le coach, celle de nous faire jouer en 3-5-2 lors de cette CAN-là, de belles révélations par rapport à ces jeunes qu'il a lancés dans le grand bain qui n'ont pas été du tout ridicules, à l'exemple d'Antonio Oyono, même d'Alex Moketo, même si sur le plan physique et de la forme, il a flanché lors des derniers matchs, mais ça a été globalement, par rapport à l'attitude aussi, une belle prestation du groupe. Aaron Boupenda, Jim Alevina ont été très bien. Après, évidemment, vous le savez, il y a les aspects purement liés à la forme actuelle des garçons sur le plan physique. Je pense que l'ossature, cette fameuse ossature, est là. Bouanga a terminé sa saison, est encore en train de s'accrocher en première ligue avec Saint-Etienne, puisqu'ils ont un barrage à jouer contre Auxerre, je crois. Comme il s'appelle, Jim Alevina n'a pas fait une mauvaise saison. Qui est d'autre de moi, monsieur, autour de la table? Tous les Kassi qui sont là, Ekole Manga a fait une bonne saison, Coco a fait une bonne saison. Voilà. On a vu que Boupenda avait repris un tout petit peu de l'allant. Donc, c'est des joueurs qui, pour moi, vont certainement continuer sur la dynamique des prestations de la CAN. Et puis, il faut qu'on parte sur une base. Les compétitions se gagnent en équipe et non pas sur des individus. Sinon, toutes les équipes qui ont des individus allaient gagner forcément toutes les compétitions. L'objectif ici, c'est de créer un groupe pour pouvoir influencer tout le monde. Bien évidemment qu'il y a des joueurs cadres qui vont forcément manquer à un moment ou à un autre. Les cadres, ils manquent à une équipe. À un moment ou à un autre, il y a l'expérience qui manque à l'équipe. Parce que tous nos jeunes qui arrivent, ils sont peu expérimentés. Ibrahim me disait une fois, en jouant en défense centrale avec Ekole, je demandais comment il arrive à faire de bonnes prestations. Il m'a dit parce que j'ai un bon maître derrière. Et Ekole n'arrête pas de parler. Et même si on ne l'entend pas, il a toujours le mot juste pour te dire va à gauche, va à droite, parce qu'il arrive à lire facilement le ballon. Donc, je pense qu'on a encore ces caciques-là qui sont caciques, on va dire, qui sont là pour encadrer les jeunes. Poco au milieu est là pour encadrer les jeunes. Ekole derrière est là pour encadrer les jeunes. Et puis, on a des attaquants qui aujourd'hui ont pris quand même du galant. Sinela venait d'en citer, Bouanga, Alevina, c'est des attaquants qui ont pris du galant. Le Boupenda, c'est devenu notre chouchou qui, je pense, a envie de jouer ce rôle-là que le capitaine a laissé en chemin. Merci beaucoup. On croise les doigts en attendant la participation de notre équipe à ces éliminatoires-là. Les Panthères du Gabon qui quittent Libreville dans quelques jours pour Paris. Après Paris, qui vont rallier la République démocratique du Congo. En tout cas, lundi, on y reviendra avec bien sûr les premiers éléments de ce regroupement. On ne peut pas parler des Panthères sans pourtant évoquer la question de Pierre-Emerick Aubame, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale
Chacun de vous a suivi l'actualité. On va d'abord regarder, en images, en chiffres, les statistiques de Pierre-Emerick Aubameyang depuis qu'il est à l'équipe nationale. On va regarder en images depuis 2009 jusqu'en 2022, 13 ans, il a fait 13 ans avec l'équipe nationale, 73 sélections, 30 buts. Messieurs, Pierre-Emerick s'en va. Est-ce qu'on peut commencer par faire le point exactement sur l'attaquant gabonais qui a le plus grand nombre de buts en équipe nationale? Parce que Nguema, 31 buts. Je comprends pas. C'est le meilleur aujourd'hui. J'ai vu parfois Nguema 19 buts, j'ai vu Guiro Nzamba 33 buts. Et puis d'autres aussi également parlent de Guiro Nzamba. C'est qui le meilleur buteur? C'est Nzamba, c'est Aubameyang, c'est Nguema. Il faut qu'on ait des archives exactes. Les statistiques ne s'inventent pas. Il ne faut pas qu'on aille dire des choses pour le plaisir. On sait qu'aujourd'hui, statistiquement, quand vous regardez toutes les statistiques, donc sur tous les moteurs possibles, Nguema est aujourd'hui à la trentaine de buts. C'est pour ça que même le 30e but de Pierre-Emerick, à un moment, il a semblé poser problème parce que c'était le classé à 29 buts, alors que dans la réalité, il avait 30. Ouais. Pour l'instant, Pierre-Emerick s'arrête au chiffre 30. Ouais. Il n'a pas pu dépasser l'unité qu'il fallait pour arriver à la hauteur de Théo. Pierre-Emerick s'en va, bonne ou mauvaise décision pour l'intérêt de l'équipe nationale? Les footballeurs. Ou l'intérêt du L'intérêt, c'est le groupe, l'intérêt, ce n'est pas l'individu. Oui. Même si nous sommes d'accord, nous pouvons nous accorder pour dire que c'est la star de l'équipe, c'est le meilleur joueur gabonais de tous les temps au regard du palmarès. Et d'ailleurs, même le tableau que vous nous présentez parle uniquement de la prestation individuelle et non la prestation collective, parce que vous parlez de 2009 en 2022, 13 ans, 13 sélections, 30 buts. Vous voyez que là, vous ne parlez que de l'individu, mais vous ne parlez pas du groupe. Donc, c'est l'individu qui s'en va. C'est bien ce que je dis. L'individu appartenait à un groupe. Lorsqu'on bâtit une équipe, on bâtit un groupe avec des individus. Et ces individus mettent leur qualité au service du groupe. Donc, nous ne pouvons pas ici faire l'apologie de l'individu sans mettre d'abord les garde-fous autour de l'équipe. Oui, c'est la star de l'équipe. Malheureusement, le Gabon va perdre en crédibilité, en termes d'audience, en termes de suivi, parce que sur le plan continental et mondial, il faisait partie des mégastars. C'est peut-être une perte, mais il ne faut pas oublier que son comportement est la résultante du feuilleton que nous avons connu depuis le départ de Dubaï jusqu'à la CAN et maintenant. Je pense que cette affaire devrait se régler hors médias parce que le Gabon continue à souffrir même après la CAN. C'est la gestion de la CAN qui nous amène à ça. À un moment donné, il avait été dit que bon, ils sont allés en boîte, à un autre moment, bon, ils sont fait ceci, à un moment donné, ils avaient la Covid. Il y a tellement de versions qui sont sorties et ces joueurs ont été privés de CAN. On va poser la question à Solange Pambo. Il était au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, la question pouvait être également posée à Brice Ndenge Matongue. Il était à la CAN. Bref, ce qui s'est passé réellement, comme vous dites, écoutez, le sélectionneur national s'est exprimé lors de sa conférence de presse face aux médias. Il s'est refusé une fois de plus de livrer en pâture Pierre-Emerick Aubameyang. Je pense que c'est une posture de sagesse prise par la Fédération gabonaise de football parce que l'objectif, lorsqu'on était en Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, c'était que nous allions le plus loin possible en brisant le plafond de verre, aller au-delà des quarts de finale, au moins atteindre les demi-finales. C'était ça l'urgence le plus important. Ce n'était pas de mettre le doigt là où ça fait mal ou de remuer le couteau dans la plaie. Pierre-Emerick Aubameyang et Lemina Mario avaient déjà été écartés du groupe pour cause de Covid-19 après les examens médicaux faits par la commission médicale de la Confédération africaine de football. Il y avait un protocole, évidemment, qu'il fallait respecter, donc ils étaient en isolement. Après, si les garçons ont cru bon de tromper le temps en faisant le mur, l'information a filtré, ça a été rendu public par les médias, sur les réseaux sociaux, longuement commenté alors que nous étions en pleine compétition, qu'on n'avait même pas encore joué notre 8e de finale. La FEGAFOOT s'est refusé de venir livrer en pâture, je le dis, Mario Lemina et Pierre-Emerick, parce qu'il fallait préserver justement la notoriété de ces deux garçons très importants pour notre groupe. Ensuite, on trouve la parade de dire bon, on va les remettre à la disposition de leur club. La suite de l'histoire, vous la connaissez, ils sont repartis, ils ne sont pas malades. Lorsque la fédération refuse de venir parler, les conséquences sont là. Non, je redis, la fédération ne refuse pas. La fédération
à ce moment précis, refuse d'entretenir la polémique. Parce que rappelez-vous, avant qu'on aille au Cameroun, il y avait déjà du feu du côté de Dubaï lorsqu'on était en stage de préparation pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Fallait-il de façon interminable entretenir la polémique alors que l'équipe avait déjà souffert avant même que la compétition ne commence? Il y a eu le problème de Dubaï, le problème du non-paiement de primes. On soupçonnait même déjà Pierre-Emerick et Mario Lemina de s'être retrouvés en boîte de nuit. Il y a eu le problème de l'hôtel La Falaise que les Gabonais avaient refusé justement parce que ce n'était pas en norme, etc. Donc il y avait trop de polémiques. Il ne servait à rien d'en rajouter. Il fallait plutôt trouver l'astuce qui fasse en sorte que le groupe reste concentré, soudé sur l'objectif à atteindre. Voilà pour la suite de la compétition. Comment on veut condamner la Fédération gabonaise de football parce qu'elle a refusé justement de livrer ces deux joueurs en pâture. Mais les journalistes, messieurs, quand on va à une Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est une espèce de guerre parce qu'on affronte des adversaires d'autres pays. Il y a le drapeau. Ces garçons qui jouent défendent l'honneur du pays. Et vous pensez qu'un journaliste, on est tous patriotes, hein? C'est aussi un travail qui a un côté citoyen aussi que l'on fait. Ouais, le chauvinisme, oui, le chauvinisme. On parle du Gabon. Je ne vais pas, parce que je suis au fait d'une actualité, la rendre publique de façon, je dirais pas abjecte, mais non objective, parce que ne sachant pas la maîtriser, ne sachant pas quel impact, mais voilà, quels sont les contours, quel impact négatif ça peut avoir. Au pays aussi, surtout au pays, parce que les garçons sont à l'étranger. Donc, on ne sait pas comment, au pays, on va accueillir cette information. On est en pleine Coupe d'Afrique des Nations de football. Pourquoi venir, pourquoi vouloir livrer Pierre-Emerick et Mario Lemina sur la place publique pour qu'ils soient pendus haut et court? Ce n'était pas ça l'objectif. Brice Denengue, est-ce que la fédération n'a pas mal communiqué sur le cas Pierre-Emerick et Mario Lemina? Quelle aurait été la bonne communication? On se pose cette question. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que est-ce que la fédération n'a pas bien communiqué sur la question? Est-ce que la fédération aujourd'hui est à l'origine un peu de la décision de Pierre-Emerick? Moi, je me tiens à ce qui est officiel. C'est des questions. Si on vous comprend bien, si Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur, c'est parce que la fédération n'a pas bien communiqué pendant la CAN. On pose des questions pour comprendre. Non, je pense qu'il n'y avait pas une meilleure façon de communiquer. Parce que c'est la fédération qui gère l'équipe nationale. Mais que dit la fédération? La fédération dit, pour des raisons médicales, on remet à disposition de leur club les joueurs. Pourquoi derrière les gens veulent chercher à faire dire autre chose à la fédération? C'est comme si les gens ont déjà leurs idées et puis ils veulent que la fédération soit leur porte-parole. Mais ce n'est pas ça la communication forcément. La communication n'est pas forcément dire au public ce que le public veut entendre. La fédération a pris une posture. Leur posture, c'est que pour des raisons médicales, Pierre-Emerick ne pouvant pas participer à la compétition parce que, ça au moins on le sait, puisque tous les éléments étaient communiqués à l'international. Pour ces raisons-là, on a demandé aux deux joueurs de repartir en club parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire des contre-tests sur le plan local. Au Maroc, au Cameroun, on ne pouvait pas faire ces contre-tests-là. Il fallait les envoyer dans leur club où il y a des spécialistes qui auraient pu, bien sûr. Et aujourd'hui, ce retour donne raison à la fédération, puisque la semaine même où ils repartent, ils se retrouvent sur le terrain de football. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas réellement malades et que le problème était plutôt au niveau de la CAF. Il faut poser le problème tel qu'il est. Pourquoi la CAF a déclaré nos joueurs malades alors qu'ils ne l'étaient pas? C'est des questions que le public doit pouvoir se poser. Et puis, moi, parfois, je suis un peu surpris. On parle là de Pierre-Emerick. C'est-à-dire qu'un joueur que tout le monde dit avoir vu en boîte, mais qu'il n'y a aucune photo qui est diffusée. Aucune image n'a circulé. On parle là de Pierre-Emerick. On ne parle pas d'un joueur lambda qui aurait joué au leader de la Poule B, à Dikaki, que personne ne connaît. On parle là de Pierre-Emerick, c'est-à-dire que quelqu'un qui, dès qu'il sort même de chez lui, il y a une caméra, il y a un appareil photo qui va filmer. Donc, personne n'a vu Pierre-Emerick en boîte, mais tout le monde dit avoir vu Pierre-Emerick en boîte. Mais c'est du ressort de ceux qui veulent parler. Moi, je voudrais revenir sur les statistiques, c'est ce qui m'intéresse sur Pierre-Emerick. Gaëtan est mieux placé pour certainement dire ce qui s'est passé dans la communication, mais sur le plan des statistiques qu'on affiche, je trouve ça assez faible pour Pierre-Emerick Aubameyang, pour l'aura qu'il a, pour le joueur qu'il était. 73 sélections, 30 buts, c'est 2 buts par sélection. Sachant qu'on a plus de sélections, c'est quand même inquiétant. 73 sélections en 13 ans, c'est à peu près 5 sélections chaque année. C'est assez faible. C'est la longue période où Pierre-Emerick a passé le temps à saboter, enfin, à, disons, tourner le dos à l'équipe nationale, qui est aujourd'hui à l'origine de ces statistiques que je trouve, pour moi, à mon avis, pour le joueur qu'il est, pour la classe du joueur que je trouve infime par rapport au rendu pour le Gabon.
Gaëtan Kouka, Pierre-Emerick décide de mettre un terme à sa carrière. Qu'est-ce qui peut être après Pierre-Emerick? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce que Patrice Neveu, est-ce que l'équipe peut avoir le même dynamisme, le même engagement, le même état d'esprit? Est-ce qu'on peut réussir sans Pierre-Emerick? C'est pourquoi vous parliez, au début de notre propos, vous parlez de la reconstruction. C'est un long chemin qui amène des individus à un instant T, à l'instant X, ils n'apparaissent plus et on amène quelqu'un d'autre. La reconstruction, c'est ça. Bien. Après, je voudrais quand même, avant de m'étendre, revenir toujours à M. Nengue pour dire ceci. M. Nengue, les certitudes de certains sont des incertitudes pour d'autres. Si M. Neveu a des certitudes, c'est un fait parce qu'il a des paramètres de données que nous n'avons pas, mais ça ne nous empêche pas de, justement, nous d'interpréter ou de juger son comportement, donc son raisonnement. Bien. Après, vous voyez, Pierre-Emerick, parti, je dis, c'est le Gabon qui perd en crédibilité. Nous parlons de Pierre-Emerick, c'est de classe mondiale. Oui. Sur le plan médiatique, nous perdons. Sur le plan de la considération, nous perdons. Ensuite, derrière, Pierre-Emerick, nous avons quand même la chance qu'il y ait un vivier parce que les jeunes, lors de la CAN, en l'absence justement de Pierre-Emerick, ont démontré qu'ils avaient de l'avenir. Maintenant, à eux, justement, de montrer à la face du monde qu'ils ont des capacités de pouvoir faire aussi bien, sinon aussi bien que Pierre-Emerick, pour que le Gabon puisse davantage compter sur ces derniers. Sinon, nous allons toujours regretter notre Pierre-Emerick national. Merci beaucoup. Nous avons parlé là de Pierre-Emerick qui a décidé de mettre un terme à sa carrière. On va évoquer peut-être qu'il reviendra très prochainement à les meilleurs sentiments, puisque le coach disait qu'il restait en discussion avec son équipe. On ne parlera pas de Mario Lemina. Son absence est égale à sa présence, ou bien sa présence est égale à son absence. Le départ de Mario Lemina, on le considère comme étant un non-événement. Non, c'est un événement, monsieur. On revient sur le troisième sujet. On revient sur le troisième sujet de l'émission. On va parler du camp profit, vous le savez. Rodrigue Ogoula, c'était un ancien joueur de l'OM qui a participé au championnat national de football de première division. Mais je vous permets d'abord, pour situer chacun de vous, suivre un extrait de son histoire. Il est parti du Gabon, comme bien d'autres joueurs qui se recherchent et qui voulaient peut-être à travers ce camp profit, trouver un club pouvant permettre à ce gars de pouvoir rêver ou bien de jouer dans un autre club. Un extrait, on revient sur le plateau. Bonjour, bonjour. Je me prénomme Rod Laurent Ogoula. Je suis de nationalité gabonaise. Pour ceux qui me connaissent, j'ai évolué au championnat national gabonais. Donc je suis parti du Gabon après qu'il y ait eu la pandémie du Covid. Donc, je suis allé, en partant du Gabon, je suis allé au Togo. Et j'ai fait quasiment une saison et demie là-bas au Togo. Et moi, en étant au Togo, j'ai mon aîné qui me suit dans le football, qui m'encourage beaucoup. Et c'est grâce à lui que j'ai entendu parler du projet du camp profit ici en Turquie. Donc je me suis rendu au camp profit. Je suis arrivé, ça fait quasiment 3 mois que je suis ici en Turquie. J'ai été informé par le projet du camp profil par des amis et certains coéquipiers avec qui j'ai eu à évoluer au Gabon. Donc je suis arrivé au camp profil. Dans le projet du camp profil, c'est dit que pour arriver ici, il faut payer 2000 €. Donc les 2000 €, c'est 1 mois de stage. Donc dans les 1 mois de stage, après 2 semaines, si vous n'êtes pas un bon joueur, tout de suite dans les 2 premières semaines, ils vous diront non, écoute, nous ne sommes pas intéressés par votre profil, vous devez rentrer chez vous. Mais j'ai été gardé ici près de 1 mois. Parce que c'est dit qu'après le 1 mois, ce sont eux qui prennent tout en charge. Donc je suis resté ici. Ça fait près de 3 mois que je suis ici à Istanbul. Et à ma grande surprise, il y a de cela moins de... Après le 1 mois, ils se sont rapprochés de moi pour me dire non, écoute, tu es un bon joueur, nous on est intéressés par ton profil, on veut bien travailler avec toi. Mais sauf que la condition a changé pour rester maintenant au camp. Il fallait repayer 2000 €. Donc sur le coup, moi, je n'ai pas compris parce que au début, quand on vient, c'est dit que c'est 2000 €, on paye 1 mois. Alors, on revient sur, vous avez suivi Rodrigue qui a commencé sa carrière du côté de l'Olympique de Mandji.
C'est ça, oui, bien Port-Gentil, sûr, ouais, du bien côté sûr. de Port-Gentil, mais il est Ouais. passé par l'OM également. Après, après son intervention, l'ANFPG a saisi l'association turque de football de professionnels. On va regarder le communiqué pour lancer une procédure contre ce qui ressemble aujourd'hui à un trafic organisé par des footballeurs. Comment chacun de vous a appris, nous l'avons vu là, il pleurait, il était en larmes. Rapidement, sur cette question, un mot. Bien, nous déplorons tous un peu la situation dans laquelle se trouve le jeune Goula. Oui. Ben, cela renvoie de suite à l'encadrement, sinon à le suivi des jeunes talents gabonais. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils font pour sortir du pays, pour se retrouver à l'extérieur. Que je sache, dans d'autres pays, dans d'autres fédérations, tous les jeunes acteurs qui vont chercher mieux ailleurs doivent avoir une autorisation de sortie. Tout cela, c'est pour rendre officiel tout ce qui se passe. Vous voyez, aujourd'hui, c'est que le garçon vit. C'est un camp qui a une renommée, je dirais, internationale. Il a bien dit, il y a certains qui sont passés par là, qui ont été placés. Bon, l'interrogation, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont remis en cause son talent en un mois? Bon, malheureusement, pourquoi lui avoir redemandé de reverser une autre caution pour pouvoir élargir, sinon prolonger son séjour? Donc, vous savez, nous n'avons qu'une seule version. Moi, j'aurais souhaité avoir une autre version pour pouvoir me prononcer sur la question. Ce qui est bien déjà, l'ANFP s'est saisie du dossier, mais l'ANFP, c'est bien entendu, c'est au niveau national. Mais est-ce que l'ANFPG s'est rapproché aussi de la fédération pour pouvoir mener ce dossier-là d'une manière collégiale. Ouais. Voilà. Gaëtan Kouka, les enseignements de cette situation de retrait. Monsieur Bekale, c'est une situation qui a des impacts collectifs. Et je ne cesserai jamais de le dire, de le redire ici, le championnat national. Vous savez, lorsque vous avez un championnat bien structuré, qui a des indices, vous avez des recruteurs qui viennent. Ça empêche justement aux enfants d'aller... Il faut quand même préciser que c'était pendant la période du Covid. J'en arrive. Oui, là, c'est son cas spécifique. Mais je dis bien avant lui. Ils sont nombreux. Bien avant lui, il y a eu des cas. Nous devons structurer les choses. Nous devons avoir un championnat bien organisé, bien structuré, de telle sorte que les recruteurs viennent sur place pour regarder la qualité du championnat. Et à partir de ce moment, nos enfants partiraient d'ici déjà en ayant dans leurs escarcelles des contrats ou des pré-contrats. Or ici, c'est les gens qui se disent, bon, au Gabon, au pays, je ne gagne pas bien ma vie, je vais aller tenter ma vie ailleurs. On va à l'aventure sans savoir quels sont les contours qui entourent justement cette aventure-là. Et malheureusement, sa naïveté l'a conduit là. Mais on peut comprendre parce que l'ambition est dans, il a voulu monnayer son talent à l'étranger. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme il souhaitait. Et M. Mugwengi l'a dit à juste titre. Attendons d'avoir la version en face et nous pourrons avoir une idée un peu plus globale et nous nous prononcerons avec beaucoup plus de certitude. Président Ngué, est-ce que les autorités peuvent intervenir sur cette question? Oui. D'abord, la Fédération gabonaise de football, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, la Fédération a le droit de saisir la Fédération turque. Oui. C'est important que la Fédération saisisse la Fédération turque pour demander des explications. Il faut savoir. On l'a vu récemment avec le cas de Ganagay. Quand il a eu ces problèmes, la Fédération n'a pas attendu et ils sont montés rapidement au créneau pour demander des explications à la Fédération française. Je pense qu'il s'agit là d'une vie humaine. Parce que les sévices qu'il a suivis, parce que là, on a la vidéo où il s'exprime librement, mais il y a des vidéos qui ont circulé où il s'est fait tabasser. Donc, ce n'est pas simplement... même si vous ne voulez pas d'un joueur, vous pouvez tout gentiment le ramener chez lui. Mais c'est la naïveté de nos jeunes frères qui va les entraîner forcément dans ces choses-là, parce que, perdu au pays, on a envie d'essayer de gagner sa vie à l'extérieur. Malheureusement, il faut partir sur de bonnes bases. Gaëtan l'a dit, il faut structurer le championnat, il faut faire venir les recruteurs chez nous, parce que ça se voit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, les tournois sont organisés pour que les recruteurs viennent observer les joueurs et puis ces joueurs-là sont suivis à longueur d'année. Il ne faut pas permettre aux joueurs de sortir par des petites portes pour qu'on découvre leur existence parce que pour la plupart des Gabonais, ils vont le découvrir uniquement sur cette vidéo-là. Merci. On va regarder, tu parlais de son agression, on va regarder en image
et revenir sur le plateau avant d'aborder le dernier sujet de l'émission, en fait, la partie rubrique des camarades. Messieurs, C'est scandaleux. c'est scandaleux. C'est scandaleux, Voilà. c'est horrible, c'est une atteinte à Il la faut vie. que la fédération, le ministère de la Jeunesse, comme l'a dit, essaie de réagir, soutenir. Il faut que les affaires étrangères se saisissent Voilà, du dossier, parce voilà, que exactement. S'ils le mettent dehors, dans la nature, où il n'a aucun parent, qui est responsable? On sait déjà aujourd'hui qu'on a un compatriote qui est perdu dans la nature en Turquie. Maintenant, ça devient du ressort de... Je pense, hein, sauf si je me trompe, mais ça devient du ressort des affaires étrangères de se saisir du dossier pour peut-être rapatrier le gamin dans les meilleures conditions. Parce que là, tout peut arriver à ce gamin-là aujourd'hui à l'extérieur. Après, il faut revenir sur l'argumentaire de Gaëtan Kouka tout à l'heure quand il parlait de la nécessité justement de mettre en place une espèce de traçabilité par rapport à l'organisation du championnat. Non, au-delà de l'organisation du championnat, c'est-à-dire le suivi des joueurs, c'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes comprennent la nécessité de se faire identifier avant de sortir du pays. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux associations. Est-ce que c'est de leur faute aussi? Il y a la passion, il y a l'envie d'aller monnayer son talent. Beaucoup réussissent aussi comme ça. Ce n'est pas une manière d'encourager. Non, mais il existe depuis plusieurs décennies aujourd'hui dans le monde ce type de... Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à un footballeur qui vient du continent africain. C'est un peu comme c'est un peu à l'exemple de nos frères du continent qui osent braver les dangers en voulant absolument traverser la Méditerranée. Oui. Ce n'est pas possible. Quelle que soit la passion que vous avez, l'envie de pouvoir réussir, il faut quand même savoir qu'il y a malheureusement plusieurs personnes à travers le monde qui sont très mal intentionnées et qui vivent du trafic sous toutes ces formes possibles. Donc il ne faut pas toujours tomber sous le charme des sirènes en espérant décrocher la lune alors qu'on va finir par se faire griller par le soleil parce qu'on est allé au plus près justement des problèmes. On a des associations aujourd'hui qui existent, des footballeurs qui sont là. Donc vous voulez sortir, vous rapprochez. Et on a des cabinets quand même qui sont... Alors la dernière rubrique de l'émission, vous savez, Serge Mungengui, rapidement, on n'a plus à 7 ans. Vous avez 2 cartons avec vous. Bien, merci. Oui. Je vais me réserver le droit de ne pas administrer un carton. Oui, c'est un choix. Pour cette fois. Ouais. Déjà que toutes les choses sont en train de prendre la bonne dynamique, surtout en ce qui concerne le championnat. Brice Inengue. Pour moi, le carton sera simple. C'est celui adressé à la Ligue, à la LINAF, pour son organisation que je trouve début chaotique. La gestion des arbitres pose d'énormes difficultés aujourd'hui. On organise des matchs avec des arbitres qui habitent dans les mêmes villages que les équipes qui doivent recevoir. Ça pose quand même d'énormes difficultés. Il faut qu'on gère les arbitres autrement. Sinon les résultats du championnat seront faussés. Silence Pambo. Un carton, on peut brandir un carton contre, enfin pas contre, public, ça va? Oui, allez-y. Ben voilà, un carton vert. Vert pour le public. C'est magnifique de voir tous ces Gabonais, toutes ces Gabonaises par centaines qui prennent d'assaut les travées des différents stades qui accueillent les matchs du championnat de première division. Il y a de la ferveur et il y a de l'ambiance. Et j'ai envie de passer à une salutation spéciale à un passionné de football, à un influenceur, peut-être le meilleur de sa génération, le jeune Uriel Abaga Obian, qui, grâce à son génie, arrive à faire vivre la passion du football dans les stades. Et puis, c'est un fervent supporter de son USB natal, j'ai envie de dire. Gaëtan Kouka. Carton rouge à la Ligue nationale de football dans sa gestion du corps arbitral. Ici, nous avons fait le constat que des arbitres ont été programmés et le samedi et le dimanche, alors que dans le corps arbitral, nous avons suffisamment de qualité. Pourquoi avoir suspendu certains du fait de la revendication légitime de leurs droits pour positionner des gens, certains arbitres le samedi et le dimanche? Donc, nous savons tous que pédagogiquement, il est formellement interdit à un athlète de ne pas respecter les 72 heures ou 48 heures de récupération avant une activité. C'est aussi valable pour les arbitres. Donc, carton rouge à la Ligue nationale de football professionnel pour sa mauvaise gestion du corps arbitral. Merci Serge Mungengui, merci Slange Pambo, Brice Inengue, merci. Merci également Gaëtan Brice Inengue. Soyez de plus en plus à l'heure désormais.
La réalisation de cette émission était assurée par Régis, l'équipe éditoriale autour de Berlek Lekoba. Merci à chacun de vous d'avoir été de nôtres. Nous sommes en rediffusion tous les mardis lorsqu'il est 14h. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.